Lorsque, au début du XXe siècle, les stratèges russes prirent conscience de la vulnérabilité de leur territoire du Pacifique, après la cuisante défaite de la guerre russo-japonaise, une conviction se fit jour. Il fallait transformer cette zone lointaine en bastion imprenable. La Russie, empire aux frontières immenses, venait de réaliser que son Extrême-Orient n'était pas protégé comme il le fallait. Le choc fut rude, mais il donna naissance à une volonté de fortification sans précédent. Ainsi, quand éclata la Seconde Guerre mondiale, les forces soviétiques avaient déjà édifié, face aux vagues glacées de l'océan Pacifique, un rempart redoutable, ancré dans les falaises et les îles, prêt à repousser tout assaut venu du Japon. Parmi ces bastions, un se distingua, la forteresse de Vladivostok, système de défense côtière qui suscitait l'admiration des Alliés et le respect prudent des ennemis. Conçue pour protéger la grande ville portuaire de l'Est russe, elle constituait un ensemble cohérent de batteries, de tunnels, de casemates et d'ouvrages dispersés sur les hauteurs environnantes. À bien des égards, elle incarnait la réponse tardive mais résolue à la menace japonaise. Pourtant, ce n'est qu'au cours des années 1930 que le dispositif atteignit son apogée, lorsqu'on installa la célèbre batterie Vorochilov, bâtie à partir des tourelles principales du vieux cuirassé Poltava. Déclassé en Europe, ce navire à la coque endommagée retrouva une seconde vie dans les montagnes de l'île Russki, devenant paradoxalement plus redoutable sous terre qu'il ne l'avait jamais été en mer. Ainsi naquit le surnom qui fera rêver les passionnés, le cuirassé dans la montagne. Vladivostok, dont le nom pourrait se traduire par « dominer l'Est », se situe à plus de 9300 km de Moscou, quasiment à l'autre bout de la Russie. Cette ville fondée au XIXe siècle surgit dans un espace convoité depuis des siècles par les puissances asiatiques. Aux confins de la Sibérie et du Pacifique, la région fut le théâtre de longues rivalités. En 1860, sous la Convention de Pékin, la dynastie Qing céda à l'Empire russe une partie de la Mandchourie extérieure. Ce territoire incluait une île proche de la péninsule du Primorié. Rebaptisée île Rouski, les îles russes, elle devint symbole de l'ancrage de la Russie dans cette zone. Un dicton apparut dans la région. Les Russes sont ici pour durer. Et en effet, ils n'avaient pas l'intention de céder. Au fil des décennies, une fortification hors du commun se dessina. À la charnière du XIXe et du XXe siècle, les ingénieurs militaires russes entreprirent de bâtir un système moderne conçu pour surveiller et verrouiller l'accès au cœur continental. La forteresse de Vladivostok prit forme, un complexe de forts reliés entre eux, armés de batteries lourdes, enrichis d'abris souterrains et de dépôts de poudre minutieusement dissimulés. Chaque position, choisie avec soin, occupait les points élevés et stratégiques, dominant à la fois la mer et la terre. Cette construction ambitieuse n'était pas un caprice d'ingénieur. Elle répondait à une menace très concrète. Le Japon, puissance montante d'Asie, lorgnait depuis longtemps vers l'extrême-orient russe. La guerre russo-japonaise, éclatée en 1904, marqua un tournant. L'escadre japonaise, dotée de croiseurs cuirassés armés de pièces de 203 mm, attaqua Vladivostok au plus fort de l'hiver. Le froid était glacial, atteignant 31 degrés. La baie, prise dans les glaces, rendait les manœuvres périlleuses. Pourtant, les navires ennemis bombardèrent les chantiers militaires, les ateliers, ainsi que les batteries en construction. Comme l'écrira plus tard l'historien russe Vladimir Kalinin, l'escadre japonaise n'osa jamais franchir le Bosphore oriental, ce détroit étroit entre l'île Rouski et la péninsule Mouraviov. Il savait trop bien que ce serait une mission suicidaire. L'ennemi hésitait à se jeter contre une défense qu'il jugeait déjà redoutable, même inachevée. Ce fut le début d'une légende. L'île Rouski gagnait la réputation d'un verrou imprenable. La paix de 1905 mit fin à la guerre, mais pour la Russie, les pertes furent sévères. Elle dut céder des droits territoriaux et maritimes importants. Une partie de l'île de Sakhaline, des lignes de chemin de fer stratégiques, ainsi que l'usage de certains ports. La flotte japonaise, désormais dominante dans le Pacifique, obtenait même des droits de pêche dans les eaux russes, à des conditions humiliantes. Vladivostok, située à l'extrémité du chemin de fer transsibérien, demeurait la seule base navale sérieuse de la Russie sur le Pacifique et aussi son port commercial le mieux équipé. Mais ses défenses n'étaient pas encore à la hauteur de ce rôle capital. La révolution de 1917, la Première Guerre mondiale et la guerre civile qui suivit paralysèrent toute reconstruction. Les matériaux, les armes et les hommes manquaient. Les ouvrages commencèrent à se dégrader
inutilisés. Et pourtant, la menace persistait. Dans les années 1930, alors que le Japon devenait une puissance militaire agressive, l'Union soviétique comprit qu'il fallait reprendre en urgence la modernisation de ses bastions orientaux. Une génération entière n'avait pas oublié l'humiliation de 1905. Il n'était pas question de la revivre. L'île Rouski, avancée naturelle face aux routes maritimes, se prêtait idéalement à la défense. Longtemps, elle avait constitué la ligne de garde de Vladivostok, son avant-poste le plus solide. Pour renforcer cette position, un projet ambitieux fut proposé. Utiliser l'artillerie d'un cuirassé désarmé et en ruine, le Poltava, afin de doter l'île de pièces lourdes capables de tenir en respect n'importe quelle escadre ennemie. Ainsi commença une aventure unique au monde, le recyclage d'un navire de guerre en batterie terrestre installé au cœur des falaises, invisible depuis le large, mais prêt à cracher l'acier sur quiconque aurait la témérité de franchir le détroit. Poltava, deuxième d'une série de cuirassés de la classe Gangu, fut longtemps considéré comme un fleuron de la flotte impériale russe. Posée sur cale à Saint-Pétersbourg en 1909, lancée 2 ans plus tard et pleinement opérationnelle en 1915, elle devait défendre l'entrée du golfe de Finlande contre la marine allemande. Mais le destin en décida autrement. L'ennemi n'osa jamais forcer ce passage et Poltava servit surtout de navire d'entraînement et d'escorte pour les opérations de mouillage de mines. Lorsque la Révolution frappa la Russie et que la guerre civile éclata, la plupart des bâtiments de la flotte furent désarmés ou évacués. Poltava, faute d'équipage, resta à quai. En novembre 1919, un incendie terrible éclata dans la salle des chaudières à vent. Les flammes réduisirent en cendres une bonne partie de ses compartiments internes. Dès lors, son avenir en tant que navire de combat semblait compromis. Pendant 20 ans, on proposa tour à tour de la réparer, de la moderniser ou de la transformer en bâtiment auxiliaire. Rien de cela ne vit le jour. Poltava, autrefois symbole de puissance, n'était plus qu'un gisement de pièces de rechange, parfois utilisé comme caserne flottante. Et pourtant, ses canons restaient intacts. 3 tourelles triples, armées de puissants obusiers Obukhov de 305 mm. Ces pièces lourdes, forgées avec une précision remarquable, avaient encore la capacité de projeter leurs tirs à plus de 30 km. Au moment où l'Union soviétique devait songer à protéger son Extrême-Orient, l'occasion apparut. Pourquoi ne pas transplanter ces armes sur la côte, là où elles seraient presque invulnérables? L'idée s'imposa. Dans le sud de l'île Rouski, à quelques kilomètres de la baie Novik, on choisit un site naturellement protégé par des falaises et des pentes abruptes. C'est là, au début des années 1930, que les ingénieurs entreprirent l'un des projets les plus spectaculaires du génie militaire soviétique. Officiellement, il s'agissait de la batterie côtière numéro 181. Officieusement, on allait bientôt la nommer batterie Vorochilov, d'après le commissaire du peuple à la défense, Kliment Vorochilov, fervent partisan du projet. La construction commença en 1932. Les travaux étaient titanesques. Il fallait creuser profondément dans la roche pour aménager des couloirs, des magasins à munitions, des réserves de carburant et surtout des salles techniques où seraient installés moteurs électriques, mécanismes de rotation et systèmes de communication. Tandis que l'on ne voyait à l'extérieur que 2 énormes tourelles émergeant du sol, la véritable forteresse s'enfonçait à 15 mètres sous terre, étagée sur 5 niveaux. Les corridors s'étendaient sur près de 250 mètres où circulaient soldats et techniciens, à l'abri de tout bombardement. Le béton armé utilisé avait une épaisseur de plus de 3 mètres. La batterie pouvait encaisser sans faillir l'explosion d'une bombe aérienne pesant 1 tonne. Les tourelles, de près de 900 tonnes chacune, pouvaient tourner grâce à des moteurs électriques, mais une vingtaine d'hommes pouvaient aussi les manœuvrer à la force des bras, preuve d'une conception hybride, mécanique et électrique, alors à l'apogée d'une véritable âge d'or de la technique. Pour faire fonctionner pleinement la batterie, il fallait environ 400 hommes, bien formés et disciplinés. L'historien Oleg Stratievski dira un jour « Ces tourelles représentaient un prodige. Même privées d'électricité, 10 hommes pouvaient encore les faire pivoter manuellement. Peu de systèmes au monde pouvaient en dire autant. La portée de leurs obus, environ 35 km, était plus que suffisante pour tenir à distance n'importe quel cuirassé approchant Vladivostok. En 2 ans seulement, l'ouvrage fut achevé. Une rapidité telle que beaucoup, à l'époque, parlèrent d'un miracle d'ingénierie. Dans les années 1930,
Voir s'élever une telle forteresse sous une île perdue aux confins de l'Extrême-Orient donnait une idée de la volonté soviétique. Rien ni personne ne devait à nouveau humilier la Russie sur ses rivages. Cependant, ce qui frappe le plus dans l'histoire de la batterie Vorochilov, c'est qu'en près de 63 ans d'existence, ces canons ne tirèrent jamais un seul coup en situation réelle de combat. Pas une fois l'ennemi n'eut l'audace de venir s'exposer à leur feu. La simple présence de ces armes suffisait à dissuader. Leur silence devint preuve de leur efficacité. Vladivostok resta hors d'atteinte. Alors que dans le reste du monde, de nombreuses batteries côtières furent fermées ou démantelées dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, celle de l'île Rouski resta en service jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Le vieux cuirassé Poltava, lui, fut mis à la ferraille longtemps auparavant, mais ses tourelles survécurent, en parfait état, jusqu'en 1997. Les artilleurs soviétiques continuaient régulièrement à effectuer des tirs de contrôle. Encore en 1992, on enregistra une précision étonnante. L'écart maximal mesuré ne dépassait pas 1,5 mètre, preuve que l'artillerie conçue avant la Révolution restait compétitive face aux technologies modernes. Mais la Russie des années 1990 connaissait une crise profonde. L'armée n'avait pas même les moyens d'assurer correctement l'alimentation de ses hommes sur l'île. Dans ces conditions, maintenir opérationnels ces colosses de métal perdait toute logique stratégique. Séblon n'empêche, dans l'économie soviétique, les batteries avaient longtemps constitué une réserve de puissance, moins coûteuse à entretenir que de développer de nouvelles armes. Ce n'est qu'avec l'avènement des missiles côtiers, dans les années 1950, que la doctrine changea. Cependant, par prudence, les généraux soviétiques conservèrent la batterie Vorochilov en service. Elle représentait encore une menace potentielle pour qui aurait envisagé de tester les défenses de Vladivostok. Finalement, jamais un seul tir ne fut dirigé contre un ennemi. Mais en cela même résidait son triomphe, la force tranquille, le poids de l'ombre. L'adversaire se tenait à distance, convaincu que s'approcher serait folie. En 1995, la forteresse fut classée monument historique, et quelques années plus tard, elle ouvrit ses galeries au public, intégrée au musée d'histoire militaire de la flotte du Pacifique. Pour les visiteurs qui descendent aujourd'hui dans ces couloirs silencieux, chaque mur exude encore l'odeur de l'acier et renforcé du béton. La Russie appelle ce vestige avec une affection particulière, le plus long cuirassé du monde. Non pas un navire sur l'eau, mais un géant endormi, incrusté dans la montagne, témoin d'une époque où l'histoire avait placé l'Extrême-Orient russe au bord du gouffre. Au lendemain de la guerre, le contexte stratégique mondial avait changé, et pourtant la batterie Vorochilov resta en activité, quasiment intacte. Autant en Occident, les grandes pièces d'artillerie côtière avaient perdu toute importance face au développement fulgurant de l'aviation et des missiles, autant en Union soviétique, on choisit de conserver ce rempart. L'explication était double. D'une part, l'entretien des vieilles tourelles restait relativement économique, et de l'autre, le prestige symbolique jouait un rôle discret mais évident. Montrer au monde que Vladivostok demeurait protégé par des canons capables de pulvériser un navire en quelques minutes servait autant à rassurer la population qu'à intimider un adversaire potentiel. Pendant les décennies de la guerre froide, les officiers soviétiques tenaient la batterie en état parfait de fonctionnement. Chaque année, ou presque, on effectuait des tirs d'exercice. Les habitants de Vladivostok se rappellent encore du bruit sourd, presque tellurique, qui se propageait jusque dans les quartiers de la ville. On racontait que les vitres tremblaient à chaque salve, comme si la terre elle-même vibrait. Beaucoup d'enfants grandissaient avec cette certitude rassurante. L'île Rouski veille sur nous. Ce sentiment de protection eut une influence psychologique profonde. Les vétérans racontent qu'entretenir la batterie n'était pas seulement une obligation militaire, mais aussi presque un rituel. Repeindre les couloirs, vérifier les câbles électriques, huiler les engrenages massifs, c'était perpétuer un héritage, faire vivre la promesse ancienne selon laquelle la Russie ne serait plus jamais prise au dépourvu dans le Pacifique. Dans les années 1950, quand commencèrent à apparaître les premiers missiles anti-navires, certains stratèges plaidèrent pour remplacer simplement les tourelles par ces nouveaux systèmes modernes. Finalement, on choisit une autre voie, adapter la défense, mais conserver l'artillerie lourde en tant que présence dissuasive. Cette redondance, jugée coûteuse par certains, donna pourtant à l'URSS une réputation de solidité absolue sur la façade orientale. Les officiers narraient souvent un paradoxe.
Jamais les gigantesques obusiers de 305 mm n'avaient écrasé un ennemi réel, mais c'était précisément leur silence qui faisait leur force. L'Amérique, le Japon ou toute autre puissance naviguant dans le Pacifique savait que Vladivostok possédait, blotti dans la roche, des canons capables de balayer d'un seul tir un croiseur approchant. Comme l'écrivait un chroniqueur militaire de l'époque, la réussite de la batterie se mesure non à son feu, mais à son nombre. Peu à peu, la mémoire du cuirassé Poltava, pourtant disparu des mers, se confondit avec cette batterie enterrée. Pour le grand public soviétique, c'était comme si un navire entier avait été métamorphosé en montagne. Une légende orale circulait parmi les marins. Nous avons ici le seul cuirassé au monde qui a navigué sans jamais quitter la terre. Cette formule faisait sourire, mais elle révélait bien la singularité de l'ouvrage. Lorsque l'Union soviétique s'effondra en 1991, la batterie cessa doucement d'exister comme élément actif de défense. Son dernier tir eut lieu l'année suivante, en 1992, pour un simple exercice. La précision était toujours impeccable, mais déjà appartenait au passé. Dans le chaos économique qui suivit, les soldats stationnés sur l'île reçurent tardivement leurs rations, parfois insuffisantes. On sait que plusieurs moururent de privation, destin cruel au pied de canons géants qui, eux, semblaient insubmersibles. Vers la fin des années 1990, le gouvernement russe choisit de faire de la batterie Vorochilov un monument historique. En 1998, elle fut ouverte au public, intégrée au Musée d'histoire navale du Pacifique. Depuis lors, les visiteurs, qu'ils soient russes ou étrangers, descendent par petits groupes dans les souterrains. Ils découvrent les salles immenses où résonnent encore les pas, les plaques métalliques, les galeries sans fin où se mêlent odeurs d'huile et de pierres froides. Les guides racontent l'histoire du Poltava, du désastre de la guerre russo-japonaise, des années 1930, du miracle de la construction. Chaque recoin rappelle que la peur du Japon, puis celle des grandes puissances navales, avait donné naissance à ce chef-d'œuvre technique. Pour un œil occidental, la visite est saisissante. On a l'impression de parcourir l'intérieur même d'un navire imaginaire, figé à jamais dans la roche. Les salles de commandement sont encore équipées de leurs cartes d'époque. On peut voir les vieilles téléphones militaires, les leviers d'acier qui servaient à transmettre des ordres aux tourelles. Il n'est pas rare que des visiteurs sortent avec une impression étrange, celle d'avoir quitté la surface de la Terre pour entrer dans les entrailles d'un monstre marin. Aujourd'hui, les habitants de Vladivostok parlent de la batterie avec tendresse. Ils y voient le symbole d'une Russie obstinée, prête à tout pour survivre. Le surnom le plus fréquemment entendu, le cuirassé le plus long du monde, illustre cette mémoire collective. Non pas un navire flottant, mais une citadelle de béton et de métal enracinée pour l'éternité. Et dans chaque récit, une idée revient, persistante, obstinée. Même réduite au silence, la batterie Vorochilov a accompli sa mission. Le Pacifique russe, depuis son installation, n'a jamais connu d'invasion. Ainsi se referme l'histoire d'un paradoxe. Un cuirassé né pour combattre sur l'eau, détruit par un incendie, a trouvé une seconde vie dans les montagnes. Transformé en forteresse, il n'a pas tiré en guerre, et pourtant il a protégé une ville entière pendant près de 3 générations. Dans le silence des tourelles, la Russie avait trouvé sa revanche sur l'humiliation du siècle précédent. Avec le temps, la batterie Vorochilov est devenue bien plus qu'un simple ouvrage militaire. Elle s'est muée en symbole durable de la ténacité russe sur les rivages du Pacifique. Les générations qui n'avaient pas connu la guerre russo-japonaise voyaient encore en ces tourelles massives le rempart invisible qui préserva Vladivostok de la peur et du danger. Les enfants, dans les années 1960 ou 1970, jouaient souvent à imiter des marins, se vantant de vivre derrière les plus grands canons du monde, comme si l'omniprésence silencieuse de ces géants de fer les accompagnait au quotidien. La vie militaire autour de la batterie marquait aussi un rythme particulier. Les hommes affectés à son fonctionnement vivaient presque en autarcie, au cœur de galeries souterraines, entre béton, lampes électriques et le claquement métallique des portes blindées. Certains témoignages racontent une atmosphère à la fois austère et fraternelle. Au milieu des engins gigantesques, ces soldats trouvaient une forme de stabilité. On les appelait les gardiens du cuirassé invisible, et leur mission, par son côté secret et monumental, résonnait comme un service sacré. À mesure que l'histoire soviétique avançait, le rôle technique des tourelles diminuait, remplacé par des radars, des missiles, des avions. Mais jamais on n'osa les démonter.
Elle restait là, veillant silencieusement, comme un rappel immuable du temps où l'artillerie constituait la ligne de vie d'une nation. Même pendant les années de stagnation économique, les officiers donnaient l'ordre de maintenir l'ouvrage propre et opérationnel, fût-ce symboliquement. Car un ennemi potentiel, en consultant ses cartes, devait encore se demander « et si ces tourelles entraient en action ?» Lorsque la Fédération de Russie prit le relais, la dimension patrimoniale devint plus claire. Organiser des visites, raconter aux touristes l'histoire du Poltava, du transfert des tourelles et du travail acharné des ingénieurs des années 1930, c'était redonner chair à un passé glorieux. Des guides locaux, souvent enfants ou petits-enfants de militaires, expliquent avec passion la minutie des mécanismes, la précision des tirs, la grandeur d'une époque où les hommes croyaient, sincèrement, qu'une forteresse pouvait garantir la paix. Aujourd'hui encore, en parcourant les tunnels de la batterie Vorochilov, on se sent happé par une atmosphère singulière. Les murs résonnent de souvenirs muets. Chaque écho semble porter des fragments de voix, des pas de soldats, des crispations avant des exercices. On lève les yeux et l'on devine la masse colossale de l'acier prêt à tourner sur ses engrenages, même réduit au silence depuis des décennies. Ce visage de la guerre, à la fois menaçant et dissuasif, est devenu une page d'histoire, mais une page gravée dans la pierre. C'est pour cela que beaucoup de visiteurs quittent l'île avec la même réflexion. Rares sont les lieux où le destin d'un navire et celui d'une montagne se confondent ainsi. Le cuirassé Poltava, détruit au port, ne sombra jamais dans l'oubli. Il vécut une seconde vie dans les profondeurs de l'île Rouski, protégea Vladivostok sans jamais tirer sur l'ennemi, puis se transforma en musée. De la fumée d'un incendie à la gloire d'une forteresse, son histoire traverse le temps comme une parabole sur la résilience russe. Pour le public d'aujourd'hui, elle n'est pas seulement un vestige technique, mais aussi un symbole. Celui d'un peuple qui, même après ses défaites, trouve le moyen de transformer ses ruines en bastions. Et dans cette mémoire collective persiste le surnom le plus évocateur, le cuirassé le plus long du monde, navire immobile pour toujours, incrusté dans la terre, mais présence constante dans l'imaginaire russe.